Benjamin Carpano, je fais partie du coup de l'équipe dirigeante de Report Linker, plateforme de veille stratégique. Moi, mon rôle spécifiquement, enfin mon rôle opérationnel en tout cas, c'est de conduire l'équipe produit. Donc, je suis l'intermédiaire entre nos clients et notre équipe technique. Donc, je suis beaucoup impliqué dans les conversations clients et je gère la roadmap produit. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vous ferai la démo de la plateforme. C'est moi qui ferai ça. Et donc, Nicolas Bombour, alors Benjamin l'a pas dit, mais c'est le cofondateur de la société avec moi. Donc, la société, on l'a créée en janvier 2001, donc ça fait bientôt 25 ans qu'on est sur le marché français de la veille. La particularité qu'on a, c'est qu'on a énormément travaillé sur le web à travers un service de distribution d'études de marché à l'international. On a très peu travaillé sur le marché français parce que jusqu'à assez récemment, on faisait 90% de notre chiffre ou 95% de notre chiffre à l'export. Et depuis une dizaine d'années, on a déployé à peu près 123, je crois. Je vous dis à peu près maintenant, j'en suis sûr. On a déployé 123 plateformes de veille qui embarquent de l'IA. Donc, on a toujours été hyper avancé sur, dès 2001, sur la sémantique, sur le scraping, sur tout ce qui concerne l'analyse des documents. Et en fait, notre société, c'est une société qui a une grosse dimension technologique et qui est très fort en traitement du langage naturel. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a investi à peu près 10 millions d'euros 8 millions d'euros sur les 10 dernières années en IA, en testant des dizaines de technos, en les implémentant, et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même, on considère en tous les cas que on connaît très bien ce qui se passe sur le marché. Et dans ce cadre-là, les sociétés viennent de plus en plus nous voir en nous demandant des déploiements qui vont un peu au-delà de la veille, un peu au-delà du use case de la competitive intelligence, et on déploie des solutions de plus en plus élaborées. Et en discutant avec un de nos clients, on a construit une nouvelle plateforme que Benjamin va vous présenter aujourd'hui. Cette plateforme, elle est... Alors bon, il y a quelques clients qui la testent, hein. Je crois qu'on a une vingtaine de clients qui sont en test dessus. Elle a plusieurs particularités. On est parti du constat aujourd'hui que les demandes sur la veille et l'intelligence économique globalement, ce que nous on appelle market et competitive intelligence, viennent de partout dans l'entreprise, et que les cellules de veille qui sont là pour centraliser ou organiser ont aussi besoin de deux choses: de pouvoir déléguer le plus possible et de faire en sorte qu'elles arrivent à rassembler l'ensemble des besoins de leurs parties prenantes. Et donc, on a créé une plateforme qui permet de personnaliser des veilles sans avoir un background en documentation, en knowledge management ou quoi que ce soit, et qui permettent de les personnaliser à l'échelle. Donc, Benjamin va vous présenter ces éléments. L'ensemble de la plateforme qu'on va vous présenter est construite sur des API. L'ensemble de ces API repose sur des systèmes d'agents intelligents. Et on pourra rentrer un petit peu en détail si ça vous intéresse dans ce qui est derrière le rideau. Voilà, Ben, est-ce qu'il y a des éléments que j'ai oubliés que tu veux ajouter par rapport à ça? Non, le mieux c'est de sauter sur la plateforme et de réancrer ou reformuler les trois éléments clés de notre plateforme en l'illustrant quoi, hein, au fur et à mesure qu'on avance dessus. Ça sera plus parlant pour tout le monde, je pense. Donc du coup, Mathieu, moi je suis prêt à démarrer. Oui, Corinne. Non, pardon, moi je vous connaissais comme donnant accès à des études de marché davantage que comme une solution de veille en fait. Oui, Je on ne a l'avais démarré pas comme ça. intégré. Ouais, ouais. On a démarré Mmh. comme ça, mais on était sur cette activité, on a été broker. Donc on était vraiment intermédiaire, on ne produisait rien. Et en fait, par simplement opportunité, les clients qui nous ont acheté des études, naturellement, on a identifié que leurs besoins étaient aussi sur comment ils font pour tenir à jour leur connaissance des secteurs. Donc petit à petit, on leur a développé des solutions justement pour la veille, quoi, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a développé notre approche de veille stratégique.
Et depuis quand? Parce que c'est pas depuis les origines, du coup, c'est plus récent, Là, cette, alors il y a eu plusieurs ou ça m'a versions. complètement La échappé? Non, parce qu'en fait, c'est pas, on n'a pas eu de vitrine pendant très longtemps sur la partie veille stratégique. Donc en fait, on l'a commercialisé en fonction des contacts qu'on avait et des opportunités qu'on avait. Donc on n'avait pas forcément de vitrine pour ça. Et puis la vitrine, elle n'est pas, même encore aujourd'hui, elle n'est pas très visible. Pour la voir, il faut aller sur ai.reportlinker.com. Si vous allez sur ai.reportlinker.com, c'est là où on présente la plateforme de veille stratégique, mais c'est pas le point d'entrée principal chez nous parce que le gros volume de notre trafic, c'est sur la vente d'études, encore Ouais. aujourd'hui. Et en fait, ai.reportlinker.com, c'est simplement les départements de veille et de stratégie qui sont nos clients privilégiés, qui ont accès ou en tout cas qui sont redirigés vers cette plateforme parce que en fait, quand on initie des relations avec eux, au bout d'un moment, on les redirige vers ça parce qu'on a identifié que leurs besoins étaient plutôt en veille stratégique. Et du coup, on a vraiment un customer journey qui commence par la vente d'études et après la vente d'une plateforme qui est notre plateforme de veille stratégique. La première version de cette plateforme de veille stratégique, c'est 2015. Et après, elle a évolué, donc ça fait une dizaine d'années, comme disait Nicolas, et après, elle a évolué de manière itérative. Et la version, il y a eu un gros pas en avant en 2021, où on a sorti une nouvelle version qui, du coup, a capitalisé très rapidement sur l'IA générative, etc. Et là, ce que vous allez voir, c'est la toute dernière version, qui est encore une nouvelle itération, qui va encore plus loin dans l'approche, justement, langage naturel et comment on met dans la main de tout le monde, finalement, tout un chacun, des outils de veille et d'analyse. Mais quelqu'un qui s'intéresserait, qui chercherait une plateforme de veille pourrait, aller vers vous sans être, acheteur d'études de marché par ailleurs? Ou, Oui, il y tout a à un fait. lien? Ouais, OK, Tout à fait. d'accord. Et on a des actions commerciales qui sont dans ce sens-là directement pour commercialiser la partie plateforme de veille. Mmh. Aujourd'hui, sur l'aspect, enfin, Nicolas était plus à même que moi d'en parler, mais oui, oui, bien sûr, on vend beaucoup à des gens qui sont sans qu'ils soient passés sur la partie études de marché. D'accord, merci. Vous voulez qu'on démarre? Oui. Ok. Bah ouais, je pense que tu peux, ouais. Go. Alors, Tech Presenter, je pense que ça doit marcher. Alors attendez, Ensuite, je vous je fais mets ça, effectivement. Alors attendez, c'est vous. Vous avez déjà la main, c'est bon? je crois, Ah bah c'est bon, parfait. je crois. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui. Parfait. Donc ça, ce que vous voyez, c'est une nouvelle plateforme qu'on est en train de finaliser. Enfin, c'est une nouvelle plateforme. C'est la partie publique d'une plateforme, de la nouvelle version de notre plateforme dont je parlais justement, qu'on a développé, qu'on a co-développé avec un client depuis un an, qu'on a commencé à déployer à nos clients existants depuis le début de l'année. Donc, on a 6 mois de recul en situation de production avec. Et là, ce que vous voyez, c'est la partie publique sous une nouvelle marque qu'on appelle Echo et qu'on va réaliser publiquement durant l'été. On est en train encore d'affiner nos dates, etc. La particularité, c'est qu'on offre un niveau gratuit d'utilisation sur cette plateforme. Cette plateforme, on peut l'utiliser jusqu'à 7 utilisateurs gratuitement, sans avoir besoin de souscrire aucun abonnement. Et voilà. Donc l'idée, c'est de mettre dans les mains de tout un chacun un dispositif de veille avancé jusqu'à 7 utilisateurs. En fait, l'interface, elle est très simple. Elle s'inspire beaucoup de l'IA générative. En fait, on arrive sur cette page. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On explique simplement qu'on propose de faire de l'intelligence en temps réel à partir de 200 000 sources d'informations. Ce sont les sources d'informations sur lesquelles on est connecté à travers différents partenaires. Donc, il y a des news, des documents PDF, les réseaux sociaux, la possibilité d'activer des crawlers. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités
et par défaut, vous êtes connecté à 200 000 sources de presse dans le monde entier. C'est un outil qui est multilingue, donc on traite 37 langues dans cette plateforme et plein de formats différents. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par décrire mon besoin d'Intel. Donc ce que je vais faire, c'est monitor EV battery sector along the value chain. Donc je lui exprime un besoin en langage naturel. J'ai pas besoin d'aller très loin dans ma description, juste une petite phrase, ça me suffit. Je lance l'analyse et lui va me proposer un premier mapping avec des types d'insights en me disant par rapport à ce que tu m'as dit, je pense que l'innovation, la technologie, ça t'intéresse, les régulations, competitive moves, il me l'a pas traqué, mais moi je vais l'activer parce que ça m'intéresse. Je veux quand même du market size et voilà. Donc c'est une façon un peu de compléter mon expression de besoin de manière assez simple et assez ludique. Et là, du coup, il me présente différentes veilles qu'il va organiser pour moi. Donc, EV Battery Market Size, donc track the global market size, growth forecast and investment trends in EV battery sector, EV regulatory landscape, où là, il me propose effectivement toutes les choses qu'il va monitorer mondialement en termes de politique, de regulation, toutes les initiatives gouvernementales liées aux batteries de véhicules électriques. Donc on peut imaginer qu'on va parler de la densification des réseaux de charge, voilà, ce genre de choses. Supply chain dynamics, la supply chain dans beaucoup d'industries, c'est un secteur qui est très en tension et qui est très important. Donc il me l'a mis, et je pense qu'il me l'a mis aussi parce que je lui ai indiqué que la value chain était quelque chose d'important pour moi. Et puis là, j'ai quelque chose sur les innovations et sur les compétitives stratégies. Je peux aussi lui demander de rajouter une autre veille. Par exemple, je vais lui demander critical materials for EV battery. On est encore un peu sur la supply chain, mais on est directement sur les matériaux parce que c'est un sujet qui est important sur les batteries. Donc voilà, c'est assez simple. J'ai le droit d'inviter des gens, donc je vais inviter Nicolas. Hop, je lui mets son email, reportlinker.com. Continue. Et puis là, je vais m'inscrire parce que je suis pas encore membre de la plateforme. Un mot de passe. Donc là, il est en train de préparer la plateforme pour moi. Donc en fait, il est en train de créer pour moi toutes ces veilles. D'accord ? Jusqu'à maintenant, moi, j'ai fait que du langage naturel. J'ai pas eu besoin de me définir des mots-clés, de les rechercher, etc. Donc, c'était relativement simple. Voilà, je crois que c'est ça. Là, il me propose de loguer. Et voilà. Et donc, il m'a créé mes différentes veilles ici. Donc, en fait, comme vous voyez, j'ai les six, nous, on appelle ça des channels, un peu comme sur Slack ou un peu comme dans les messageries Teams ou les choses comme ça. Donc, en fait, il m'a organisé les différents canaux que je lui ai demandé de me créer. Et donc, en fait, il les a configurés. Concrètement, comment ça fonctionne? Chaque canal que vous voyez là, pour chaque canal, on est en train de créer ce qu'on appelle un classifieur IA. Nous, ce qu'on a observé, c'est que l'un des problèmes récurrents des plateformes de veille, c'est qu'elles étaient très mauvaises en curation de contenu, c'est-à-dire leur capacité à sélectionner le bon contenu par rapport à une veille exprimée. Pourquoi? Parce que souvent, les veilles reposent sur des stratégies de mots-clés et que les stratégies de mots-clés créent beaucoup de bruit, beaucoup de faux positifs. Elles loupent aussi un bon nombre d'informations, mais elles créent surtout beaucoup de bruit. Et comme elles créent beaucoup de bruit, elles sont
on est obligé derrière de retraiter cette information pour la nettoyer et donc de faire ce qu'on appelle de la curation. Et nous, c'est ce qu'on a observé en 15 années de conversation avec nos clients, c'est qu'ils ont souvent des équipes, soit chez eux, soit chez leurs fournisseurs. Donc je pense à, voilà, il y a des acteurs qui vendent ce service-là, qui vont faire la curation pour eux. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont consulter les dernières informations qui sont rentrées dans les différentes veilles et ils vont devoir décider s'ils gardent cette information ou pas. Parfois, ils doivent la qualifier en disant c'est critique, c'est pas critique. Et souvent, en fait, ils vont devoir appuyer sur la poubelle pour supprimer l'information. Nous, notre promesse à travers cette plateforme, c'est qu'on construit pour chaque veille un classifieur qui est capable d'interpréter le langage naturel. Donc, si je prends Tech Innovation, le langage naturel, c'est ça, ce qui est exprimé ici, d'accord? Et du coup, notre classifieur, il est capable d'interpréter ce langage naturel et il va décider si individuellement chaque news est cohérente avec ça et si il souhaite la garder. Donc, c'est un peu comme si on avait un agent, enfin, c'est un agent IA. C'est comme si c'était une personne qui s'occupait de la validation de l'information, sauf que c'est notre agent IA qui le fait. Et ce que vous voyez là, c'est qu'on est en train de construire cet agent. Il faut 15 minutes à peu près entre le moment où on crée un canal et le moment où cet agent est actif et qu'on commence à voir les résultats. Là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est les résultats d'une recherche mots-clés. Voilà. Il y a encore potentiellement des faux positifs. Une fois que le classifieur sera actif, il n'y aura plus de faux positifs. Ça me permet de vous montrer comment ces canaux sont organisés. Ils sont organisés avec un classifieur en langage naturel qui est en train de se créer, c'est ce que je vous ai montré, et c'est alimenté par une requête booléenne qui s'est composée automatiquement. Vous avez vu que j'ai pas tapé un seul mot-clé, et en fait la plateforme, elle a listé tout un paquet de mots-clés pour moi qui correspond à ce que je lui ai demandé de chercher. Donc on est plutôt sur Battery Tech Innovation, et là vous voyez qu'il s'est amusé à créer plein de composantes d'éléments technologiques qui rentrent dans la constitution des batteries pour véhicules électriques. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser ma plateforme, donc je vais créer des sections. Je vais appeler ça technologie. Hop, dedans je vais mettre ça. Hop, tac. Et donc j'ai la possibilité rapidement de créer une structure de supply chain, une structure de veille avec des sections. Et dans ces sections, je vais pouvoir ranger un certain nombre de canaux, histoire que ce soit un petit peu organisé. Voilà, hop. Competitive strategy, market size, regulatory landscape, voilà, create section, regulation. C'est simplement pour y voir plus clair, mais vous voyez que c'est assez rapide pour pouvoir organiser une plateforme. Regulatory. Mais pour bien comprendre, Ouais. c'est différent de ce que vous appelez les canaux là, enfin quand tout à l'heure on a cliqué sur EV Battery Market Size par exemple, on a du coup lancé, sans avoir à l'écrire, une requête qui était déjà pré-enregistrée, qui permettait de tailler un marché, enfin d'évaluer la taille d'un marché. Vous dites qu'on fait l'économie du requêtage, on n'a pas de mots-clés, mais il y a bien, pour pouvoir spécifier, réduire le champ des résultats en différentes catégories de Oui. résultats. Pour ce qui est de la taille du marché, il a bien fallu intégrer une requête qui permet, qui contient des termes qui sont de nature à évaluer la taille d'un marché. Enfin, c'est ça qui Qui m'échappe un contient peu des... dans le. Oui, alors, en fait, nos classifieurs sont décomposés en deux parties.
la partie query qui permet d'ouvrir l'entonnoir et d'aller chercher des contenus candidats. Donc, pour trouver les contenus candidats, on va taper EV Battery. Et par exemple, donc là, je suis sur Competitive Landscape et par exemple, automatiquement, il m'a rajouté tous les batteries manufacturers ici. OK? Donc en fait, il génère comme ça un pool d'informations qui est potentiellement des candidats par rapport à la veille que j'ai mis en œuvre. Ensuite, ce pool d'informations candidates, il va les évaluer par rapport à ce que je veux ici. Donc ici, je lui dis, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, parce que si vous voulez, quand j'ai EV Battery et BYD, j'ai pas forcément des éléments de strategic moves. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est strategic moves, les partnerships, les M&A, etc. C'est ça ma veille pertinente. Donc en fait, il va combiner les deux pour derrière faire la bonne curation de contenu et vérifier que toutes les news qui rentrent correspondent à ça. Et c'est pareil pour la partie market size. En fait, pour market size, il a une requête qui est très simple, il prend toutes les news qui parlent de EV Battery, et derrière, il va les lire les unes après les autres pour dire est-ce que ça correspond, est-ce que dedans j'ai des informations qui correspondent à des tailles de marché. Et c'est ce que vous allez voir une fois que ça se sera passé, c'est qu'en fait, il va trier l'information, et une fois que le classifieur est actif, en temps réel, chaque fois qu'il y a une news qui parle d'EV Battery, il regarde à l'intérieur, oui, ça parle de taille de marché, je la garde, non, ça parle pas de taille de marché, je la rejette. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une curation qui est très très fine. L'avantage, c'est qu'un utilisateur a la possibilité de créer très facilement une veille. Donc par exemple, une fois que j'ai organisé ma plateforme comme ça, donc vous voyez, j'ai différents sujets, ce que je veux, c'est créer un channel sur... il y a une des technologies dont on parle beaucoup en batterie pour les véhicules électriques, c'est les solid state. Donc solid state batterie, market adoption, par exemple. Alors, je vais pas mettre market adoption parce qu'en fait, on n'en est pas là. C'est encore, donc je vais mettre innovation. Je vais rester très large. Refine prompt. Donc là, c'est pareil. Je suis pas un spécialiste de l'information ou de la documentation. Du coup, je lui donne juste un peu, moi, ma problématique, c'est les solid state batteries, c'est les innovations. Mais j'ai pas forcément la capacité de développer toute une stratégie de query autour de ça. Donc, je lui demande un refine prompt. Il va reprendre ma demande et en fait, il va l'étendre. Il va l'étendre avec des éléments supplémentaires. Donc, breakthrough in solid state battery technology, advancement in material and manufacturing. Donc là, on est plutôt sur les matériaux. Des notions de performance et puis des patent filling et des technologies milestone lorsqu'elles sont publiées. Il me rappelle ici quelques channels qui sont assez proches au cas où il y a déjà quelqu'un qui ait créé un channel qui corresponde. Mais moi, c'est celle-là que je veux, parce que ce qui m'intéresse, c'est le solid state. Donc, je crée le channel. Et là, il est en train de me recréer la preview. Il me refait la requête, donc avec différents mots-clés, pareil, que je peux amender. Donc, je peux retirer ou ajouter des mots-clés. Il me montre la preview, d'accord? Configure settings. Donc là, ça me va bien. Je vais garder ce channel privé. Je vais inviter Nicolas à rejoindre la plateforme. Tac. À rejoindre ce channel-là, puisque je l'ai gardé fermé. Donc, je peux inviter des collaborateurs à rejoindre les veilles que je mets en place. Je veux un digest qui soit généré automatiquement toutes les semaines. Et j'ai la possibilité de ranger ce nouveau channel dans la section technologie que j'ai créée tout à l'heure. Et je génère le channel. Et là, vous voyez, ça y est, mon channel est généré. Il y a un petit logo cadenas parce que c'est un channel qui est privé. J'ai invité Nicolas à rejoindre ce channel. Donc lui, il a reçu une invitation et il va pouvoir la rejoindre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette nouvelle veille sur Solid State Battery Innovation, ça y est, on peut commencer à collaborer dessus. Donc j'ai ce flux d'informations qui l'alimente. J'ai aussi la possibilité de poster des informations qui viennent de ce que j'ai
vu sur le terrain, peut-être une conférence, peut-être un article que j'ai lu. Je peux poster directement un article qui vient d'un site web que j'ai vu. Par exemple, si je vais sur le site de LG Chem ici, peut-être qu'il y a cette news qui m'intéresse. J'ai la possibilité de l'ajouter très simplement. Et du coup, tous les membres et tous les gens qui participent à ce canal ont la possibilité de mettre dans le pot commun, de publier peut-être des documents PDF, des news qu'ils ont lus, peut-être simplement des opinions ou des interrogations qu'ils ont pour ouvrir des conversations. Parce qu'à chaque fois que je publie une information ici, j'ai la possibilité derrière, nous devrions j'ai la possibilité derrière de poster des commentaires et d'avoir une discussion avec le reste de l'équipe de veille autour de ça. Peut-être sélectionner ce sujet lors de notre prochaine réunion Intel. Hop, post. Voilà, Nicolas va voir ça, il sera notifié de cette information parce qu'il fait partie de ce canal-là et il va avoir la possibilité derrière de répondre, de réagir, de rebondir. Donc j'ai toujours mes canaux qui sont en construction. Et donc ça, c'est un peu le backbone de comment très rapidement on peut constituer une veille 360 sur plein de sujets, finalement de manière très simple, parce que tout ce que j'ai fait, c'est de travailler en langage naturel. Je vais basculer sur une plateforme qui du coup est up and running, et donc du coup les canaux sont déjà actifs. Donc les classifieurs ont déjà fini d'être construits pour vous montrer un peu une plateforme avancée, à quoi ça ressemble. Donc ici, on est toujours dans l'automobile. On a organisé la plateforme sur plusieurs sujets, les segments de marché, les key players, sujets autour de tout ce qui est carbon free mobility, les méga trends. Et le fait d'avoir ces classifieurs qui sont exprimés en langage naturel et qui reposent sur de l'IA qui fait justement ce travail de tri, c'est ultra puissant justement pour pouvoir aller capter des choses qui sont un peu diffuses et qui sont pas forcément déterminées par des mots-clés très évidents. Typiquement, quand on parle de méga trend, par exemple, si on dit c'est quoi le futur de la mobilité, je veux faire une veille sur le futur de la mobilité, en tant que veilleur, il faut quand même pas mal se casser la tête pour savoir, ok, c'est quoi les mots-clés du futur de la mobilité. L'avantage, c'est qu'avec une approche comme celle-ci, on peut juste exprimer en langage naturel, moi ce qui m'intéresse, c'est le futur de la mobilité, et en fait mon agent IA va faire le job, et il sera capable derrière de sélectionner la bonne info sans que on ait besoin de faire une relecture manuelle de tout ça. Voilà. Le lithium, c'est un très bon sujet, c'est un très bon exemple. Là, vous voyez, on est sur le lithium dans le contexte des batteries électriques, des batteries pour véhicules électriques. Sauf qu'en fait, le lithium, c'est un mot-clé qui est très bruyant. Parce qu'en fait, le lithium, c'est aussi un médicament qu'on utilise dans le domaine pharmaceutique. Et donc, du coup, si vous faites une recherche qui est simplement basée sur une requête avec un mot-clé lithium, donc là, j'ai ce mot-clé-là, lithium market, lithium industry, etc. Si j'ai pas derrière une revue d'une IA qui est capable de dire est-ce qu'on parle du lithium dans le contexte des véhicules électriques, potentiellement, on peut avoir beaucoup de bruit et beaucoup d'erreurs dans les informations qui remontent. On a l'un des cas typiques sur lequel on a beaucoup travaillé en amont avec le client avec qui on a co-développé cette plateforme, c'est le cas du plomb. En anglais, le plomb, ça se dit lead. Lead, ça s'écrit exactement comme le verbe to lead. Et le verbe to lead en économie, vous le trouvez de partout. Donc, si vous n'avez pas derrière des classifieurs IA qui sont capables de
faire la différence de contexte et de pouvoir justement faire cette curation, c'est juste l'enfer de surveiller le secteur du plomb aujourd'hui dans un système de veille. Donc ça, c'est pour la partie alimentation de la plateforme. À partir de là, j'ai la possibilité d'aller ajouter des sources d'informations. Donc, comme je vous l'ai dit, on a par défaut 200 000 sources d'informations qui sont connectées à la plateforme en 37 langues. Donc ça, je vous le remontre, mais il y a beaucoup d'infos qui viennent de... Alors, attendez, je vais mettre OIM. Comme ça, je vais avoir beaucoup d'infos internationales. Donc ça, c'est en chinois, par exemple. Là, j'ai beaucoup d'anglais, manifestement, portugais. Donc voilà, donc simplement, nous, les news, elles viennent du monde entier, en arabe, en espagnol, etc. Donc c'est 34 langues, 37 langues qui sont monitorées dans la plateforme. Et au-delà des 200 000 sources qui sont connectées par défaut, nos clients ont la possibilité d'ajouter des sources spécifiques. Donc là, j'ai pré-créé batterie deux groupes de sources qu'on va rajouter. La première, innovation. Donc sur les innovations, on a la possibilité, par exemple, de rajouter un monitoring sur les papiers scientifiques. Donc je vais mettre solid state EV batterie. Donc moi, c'est ce sujet-là qui m'intéresse. Et c'est pareil, je vais aussi le faire sur les patents. Donc là, j'ai créé deux veilles sur les papiers scientifiques. Donc sur les papiers scientifiques, on s'appuie sur Google Scholar. Donc en gros, on va chercher dans toutes les métadonnées de quasiment tous les repositories de papiers scientifiques. Et sur patent, on est connecté aux 40 patent office dans le monde entier. Donc c'est pareil, on va chercher par défaut dans toutes les métadonnées d'un point de vue patent. Côté donc là, j'ai créé ces deux veilles. Donc à partir de maintenant, elles vont commencer à requêter une fois par jour ces différentes bases pour ramener dans la plateforme tout ce qui traite des solid state batteries dans le domaine scientifique et au niveau des patents. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de surveiller les manufactureurs de batteries pour véhicules électriques. Donc là, vous voyez qu'on peut connecter plusieurs types de sources. On a des sources type Google News. On a des sources web comme des flux RSS ou directement des sites web. Tout ce qui est scientifique et technique, je viens de vous le montrer. Et puis en social media, on peut connecter des sources Insta, LinkedIn, Facebook et X. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un site web, celui de EdgeCam. Donc là, je suis sur la newsroom de EdgeCam. Je copie l'URL. Je colle l'URL. Je lui dis que je veux surtout crawler ce folder-là. Je vais même surtout le Information Center qui est en fait la newsroom. C'est juste ça qui m'intéresse. Donc ça évite de crawler une trop grosse partie du site. Et voilà. Et donc j'ai rajouté là un scraper qui va automatiquement se connecter à la newsroom de EdgeCam une fois par heure et récupérer toutes les news qui sont publiées là-dessus. Je vais pouvoir aussi rajouter, surveiller la page de LinkedIn de EdgeCam. Ça, c'est intéressant si je veux surveiller un peu tout l'événementiel. Donc, je vais créer une page LinkedIn. Et là, je poste la page LinkedIn de EdgeCam et ça va me permettre de récupérer tous les posts qui sont publiés sur cette page. De la même manière, donc je vais faire la même chose avec Cattle, qui est le concurrent d'EdgeCam. Donc c'est un autre batterie manufactureur. Add new source, LinkedIn, Cattle. Et puis ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné de surveiller des personnes aussi. Donc là, j'ai J.B. Straubel, qui est le cofondateur de Tesla, qui est l'ancien CTO, donc très tech,
qui publie beaucoup dans le domaine justement les innovations autour des batteries. Et bien c'est pareil, JB Strobel. Je vais le mettre sous surveillance et tout ce qui va poster, liker, republier sur LinkedIn, ça sera récupéré par la plateforme. Et enfin, Peter Carlson, qui est le CEO et le fondateur de Northvolt. Lui, c'est pareil, il m'intéresse beaucoup, donc je le rajoute dans ma veille. Vous voyez, c'est très rapide et assez simple à mettre en œuvre. J'en profite ici pour vous montrer sur la console d'admin, je retrouve tous mes canaux. Donc moi, comme je suis super admin, je vois ceux qui sont privés, ceux qui sont publics. Les sources d'information, on vient de les faire ensemble. Là, j'ai les différents utilisateurs de la plateforme et les différents membres que j'ai invités. Ici, je vois, on a la possibilité de gérer les droits par groupe d'utilisateurs. Donc, on peut avoir des utilisateurs qui peuvent créer des canaux, et des utilisateurs qui peuvent, par exemple, uniquement les consulter, donc ils peuvent pas forcément créer des canaux. Security, c'est des options de sécurité pour être sûr d'être compliant dans des environnements entreprises. Et là, j'ai des statistiques au niveau global qui me permettent de voir le nombre d'utilisateurs actifs, le nombre d'utilisateurs total, combien d'articles ont été lus, combien d'alertes ont été envoyées, etc. Ce qui me permet de vous expliquer aussi que sur cette plateforme, une fois qu'on a commencé à l'alimenter, qu'on a tous les canaux, en fait, ça nous fait un corpus d'informations mis à jour en temps réel. Donc, vous voyez que là, toutes les heures, il y a des nouvelles publications. Donc, c'est mis à jour en temps réel. Donc, on a ce corpus de données qui est mis à jour en permanence, dans lequel j'ai la possibilité de faire des recherches. Donc, soit par mots-clés de manière très simple. Donc là, j'ai écrit Cattle, donc je recherche chaque fois que Cattle est annoncé dans ces news, mais j'ai la possibilité de filtrer aussi, donc soit par article, par type de contenu. Donc par exemple digest, ça c'est intéressant. Les digests en fait c'est un résumé qui est réalisé dans chaque veille. Donc là c'est la veille EV Battery Manufacturer. Dans chaque veille, j'ai un digest qui est publié chaque semaine. Donc c'est un résumé des informations clés qui ont été publiées au cours de la semaine à l'intérieur de ce canal. L'intérêt, c'est que chaque membre du canal peut décider d'être abonné au digest et donc de le recevoir chaque lundi matin. Il a un résumé de tout ce qui a été publié dans cette veille, que ce soit de manière automatique par les agents, enfin alimenté de manière automatique par nos agents, ou que ce soit par l'équipe de veille qui a aussi partagé du contenu dans la plateforme. Parce qu'on est vraiment sur une plateforme collaborative. Et donc ce résumé, donc là on repose sur Generative AI pour réaliser ce résumé. L'intérêt c'est de regrouper les informations par thématique. Donc parfois j'ai qu'une seule source, comme ici l'information à propos des investissements de BYD en Thaïlande, ou bien parfois c'est regroupé. Quand j'ai un truc qui est un peu plus thématique, on peut regrouper plusieurs sources pour la même information et rédiger un résumé ici. Ok, voilà. Donc j'ai comme ça un certain nombre d'informations qui sont synthétisées. Hop, je reviens sur mes filtres. Donc je reviens sur ma recherche Cattle. Et là, vous avez plusieurs facettes pour faire le tri. Donc, je peux, par exemple, j'ai toute une partie Insight, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre plateforme et notre savoir-faire, c'est d'avoir développé une IA qui est spécifiquement entraînée pour l'analyse concurrentielle et l'analyse économique. Donc pour ça, on a notamment mappé tout le champ, ce qu'on appelle les insights, c'est tout le champ d'analyse typique de l'étude de marché, de l'analyse sectorielle. Donc tous les éléments clés comme les investissements dans les infrastructures, les partenariats, les parts de marché, les lancements de produits, etc. On a comme ça plus de 40 thématiques qui sont
screené sur l'ensemble du champ informationnel. Donc, par Mais exemple, Oui, dites-moi, pardon, je vous interromps. allez-y. C'est juste que, ces insights, c'est tels qu'ils apparaissent dans les sources presse, par exemple, ou que vous surveillez. Mais le contenu même des études de marché ne fait évidemment pas partie Non. du corpus, surveillé. Alors, ça dépend. Il fait pas partie du corpus surveillé, il fait pas partie des 200 000 sources d'informations sur lesquelles on vous connecte en temps réel. Par contre, on a des clients qui disposent d'abonnements à certains fournisseurs de données. Par exemple, dans la pharma, on a un client qui est abonné à un institut d'études qui a un abonnement API avec cet institut d'études et qui fait l'analyse des clinical trials. En fait, il est connecté en direct sur la plateforme et il vient alimenter les canaux. Donc après, ça dépend de notre client, des sources d'informations payantes auxquelles il est abonné et qu'il a la possibilité de connecter à la plateforme. Et nous, par défaut, effectivement, on reste dans l'information publique, c'est ça qu'on fournit de base, mais on n'est pas tant des fournisseurs de contenu, on est plutôt des gens qui aidons nos clients à analyser les contenus et à les organiser comme il faut. Mais en attendant, les Et insights dont vous parlez là, ce sont des éléments qui sont issus, de sources presse qui restituent, la publication d'une étude de marché et qui mettent dans en exergue les principaux insights, c'est ça? Dans ce que vous voyez là, oui, parce que là, il y a que des sources presse qui Oui, sont oui, connectées. j'entends. Mais Ouais, d'accord. si j'avais connecté des sources études de marché, nous, on fait de l'indexation Parce et que je serais en tant qu'abonné à ces sources-là, ouais, si j'avais été exactement, abonné, ouais, OK. exactement. Bah, Mmh. faut savoir que le fournisseur de contenu dont je parle, l'abonnement annuel, c'est 100 000 euros. Ah non, mais on est Donc d'accord, hein. voilà. J'imaginais bien que c'était pas dans le scope, mais je voulais juste, puisque vous évoquez ces insights, voilà, je voulais juste en avoir le cœur net. Ouais, tout à fait. Mais nous, notre savoir-faire, si vous voulez, c'est d'aller lire ces contenus, que ce soit un PDF ou un article, et d'aller identifier quand est-ce qu'on parle de partenariat ou quand est-ce qu'on parle de programmes technologiques, etc. Par exemple, si je trie comme ça sur partenariat, je vais avoir tous les partenariats de KTL dans le monde entier au cours de ces dernières, euh, de ces dernières semaines et ces derniers mois, quoi. Ok. Mmh. Sur les filtres, donc où il y a plusieurs dimensions, il y a les insights, donc c'est ce fameux champ informationnel de la veille sectorielle, les sociétés, puisque nous on fait de l'extraction d'entités nommées automatisées, donc on est capable d'identifier les sociétés quand elles sont nommées dans les différents contenus auxquels on a accès, géographie, classification sectorielle, les sources d'information, par langue. Donc là, vous voyez toutes nos langues. Voilà. Et donc, on a la possibilité de filtrer. Nos clients ont la possibilité de paramétrer des alertes aussi. Donc, l'avantage de notre système d'alerte, c'est que c'est pas qu'un système d'alerte de mots-clés. Là, effectivement, j'ai un mot-clé en entrée. Mais par contre, comme j'ai fait une recherche dans AutoKey Players et que je rajoute Cattle, l'alerte que je viens de programmer, eh ben, je suis sûr qu'elle est ultra pertinente parce que elle a été passée par l'agent de curation de contenu. Donc le filtrage IA a déjà été fait et du coup, bah, ma plateforme, enfin les alertes que je reçois, je sais qu'elles sont pertinentes. Voilà. Le, donc ça c'est la partie recherche et sur cette partie de recherche, on a intégré une partie IA générative. Donc là, par exemple, on va avoir la possibilité d'interroger tout le fond documentaire qu'on a. Donc encore une fois, les sources presse qui sont connectées par défaut, ça vous l'avez compris, les sources spécifiques que j'ai rajoutées, qui sont les flux LinkedIn, la surveillance des sites web de mes concurrents, éventuellement les sources payantes que j'ai connectées à la plateforme aussi, sous forme d'API, plus tout ce que l'équipe de veille publie régulièrement dans ce portail de veille. Donc ça constitue tout mon corpus. Sur la base de ce corpus, en fait, je peux poser des questions et avoir une conversation. Donc, par exemple, je vais lui demander,
compare, LG, compare, valuation. Donc évidemment, je suis Generative AI, donc j'aurais pu poser la question en français ou en espagnol. Je peux vous le faire après si vous voulez. Et voilà. Et globalement, ben le système là va lire dans l'ensemble de ce fond documentaire, de ce corpus qui est constitué, et va remonter un peu les éléments clés de la question que j'ai posée. Les sources sont systématiquement tracées, donc je peux y réaccéder directement par là. Voilà. Et voilà. Et donc je peux avoir. Donc là, on est dans un univers un peu comme ChatGPT, mais ça permet vraiment, oui, de capitaliser sur tout ce qui a été trié, filtré, récupéré dans la plateforme. C'est d'ailleurs ChatGPT qui est en sous-bassement ou c'est une autre technologie? Enfin, qu'est-ce que On est connecté à des LLM, donc nous on a un contrat avec OpenAI, mais pas que. Euh, donc on a aussi une API vers Claude. Et en fonction de ce que préfèrent nos clients, on a la possibilité plutôt de connecter tel ou tel modèle. Voilà. On est assez agnostique au modèle, donc on a la possibilité de connecter nos clients à ce qu'ils veulent. Okay. Si un client est dans un environnement Microsoft, il préférera éventuellement oui, exactement. Pilote, Surtout et c'est ce si. que vous leur proposerez. Ouais, tout à fait. Hop. Et donc là, vous voyez, ça y est. Mais donc là, je suis revenu sur l'autre interface que j'ai setup tout à l'heure. Les agents ont fini d'être calculés et calibrés. Et ça y est, maintenant, la curation de contenu a commencé à se réaliser réellement en temps réel. Donc voilà. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant sur cette plateforme, c'est que vraiment tout le monde peut s'approprier la veille. Donc il y a 3 dimensions qui sont importantes. C'est la dimension langage naturel, et donc le côté self-service et accessibilité. N'importe qui peut commencer à paramétrer ses veilles. C'est assez simple et voilà, la courbe d'apprentissage va assez vite. Deuxièmement, il y a l'aspect curation de contenu qui fait partie aujourd'hui, et ça, c'est les retours clients qu'on a, des meilleures solutions du marché en termes de curation et de tri d'informations. Et ça, c'est un élément important parce que c'est ce qui fait vraiment perdre du temps et coûte de l'argent aux équipes de veille aujourd'hui. Et troisièmement, l'aspect collaboratif qui fait qu'en fait, on va pouvoir collaborer à plusieurs sur des veilles, partager de l'information, les commenter et capitaliser sur une intelligence collective. Voilà. C'est un peu les 3 éléments clés, je pense, s'il fallait en retenir que 3, moi, ce sont les 3 que je retiendrai en conclusion. Les cartes en surbrillance ici, ce sont c'est ceux qui ont fait l'objet d'une requête à un moment donné. Qu'est-ce qui c'est les fait qu'ils termes. sont mis en Donc, surbrillance? en fait, donc ce que vous avez en surveillance, c'est les mots-clés un peu pivots. Oula, où est-ce qu'il était? Voilà, c'est la functional ingredients. Par exemple, vous voyez, ça, cette news-là, c'est notre interface de démo. Donc, il n'y a pas que de l'automobile, il y a potentiellement pas mal de canaux. Donc là, c'est Health and Functional Food Trends. Et donc là, c'est Functional Ingredients qui a été identifié. Et en fait, si vous ouvrez là, en fait, on vous extrait exactement la phrase qui correspond à ce que vous avez décrit en langage naturel dans votre classifieur. D'accord? Donc là, on est, voilà, c'est les tendances de marché,
voilà, typiquement, on est sur Functional Food Trends. Et là, nous, ce qu'on a spoté, c'est qu'il y a une demande des consommateurs for more recognizable and functionable ingredients. Et donc, du coup, il y a une initiative de, manifestement, c'est Anya, sur l'amélioration du labeling des food products pour répondre à la demande de ses clients. Voilà. Donc là, on a spoté une demande de clients autour de ça. Et c'est là où on a vraiment un cas très concret de en quoi l'IA peut permettre de traiter et de trier correctement l'information. Parce que justement, si vous avez le mot de tendance, c'est un mot qui est hyper flou et du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que mot-clé. Donc, développer une stratégie de requête pour trouver des tendances, c'est très compliqué parce que vous devez savoir ce que vous cherchez. Nous, l'avantage avec notre système, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir. Vous exprimez juste, moi, je veux des tendances. Et en fait, notre système, il est capable de reconnaître quand est-ce qu'on parle de tendances de consommateurs, de comportement de consommateurs, de consommation, d'usage de, 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 d'usage de consommation, etc., etc. Et nous, on est capable de remapper ça automatiquement à la notion de trends, parce que le champ informationnel de l'étude sectorielle et de l'analyse de marché, on le connaît par cœur et qu'on a entraîné notre IA pour ça. Vous avez entraîné votre IA, oui, avec tout ce qui est, voilà comment retrouver des tendances. Donc vous lui avez, soumis en fait des termes et des contenus, c'est ça? Oui, Relatifs à des tendances de consommation par exemple et donc elle va savoir les reconnaître, dans d'autres productions. Idem pour toutes les exactement. grands, sujets, à savoir la taille du marché, tout ce qui permet de retrouver finement des informations sectorielles et concurrentielles. Vous l'avez Exactement. entraîné, fort de votre connaissance du contenu des études de marché, j'imagine? Et oui, parce qu'on vient de ce monde-là. Donc en fait, on a Mmh. mappé tout le champ informationnel et on a créé des corpus de phrases, donc des corpus de phrases de partenariat, de market expansion, de infrastructure, de forecast, etc. Pour lui dire, voilà, une forecast, voilà des milliers d'exemples d'une forecast. Et du coup, on l'a entraîné à reconnaître ça. Et c'est ce qui fait qu'il est capable, comme ça, de dire, ah tiens, là, on parle d'une tendance de marché, en effet. Mmh. Ce qui permet Donc de c'est parce que débarrasser les ouais, utilisateurs de ce ouais. besoin de créer ces stratégies-là qui peuvent être relativement compliquées et peu performantes. Mmh. Je vous ai coupé. Non, parce que je me dis, si un client vous, oui, parce que vous avez entraîné plusieurs IA avec, enfin plusieurs On a LLM fait avec plusieurs ce modèles. Non, non, c'est ouais, notre LLM. exact. On a entraîné plusieurs modèles. On a une quarantaine de modèles différents qu'on a entraînés sur des milliers de phrases pour pouvoir reconnaître. Et ces 40 modèles, ça mappe l'ensemble du champ informationnel de l'analyse sectorielle. Mmh. Et c'est ça qui permet de construire les classifieurs, qui permettent de trier l'information quand l'information rentre dans le système. Elle rentre dans le système parce qu'on a vu qu'il y avait marqué électrique scooter, par exemple. C'est pour ça que ce mot-clé, il est souligné. Et en fait, quand on regarde à l'intérieur, vous avez toutes les phrases qui sont pertinentes par rapport à ça. Et ça, ces phrases qui sont pertinentes, elles ont été spotées par les classifieurs. Et donc par les modèles qu'on a entraînés. Donc vous permettez aux veilleurs de faire l'économie, de tout le champ sémantique, du secteur, enfin d'activité, enfin de l'étude de marché, de la recherche, relative à un marché, et lui se concentre, sur, la formulation de, la caractérisation de son propre marché, de la ou la propre Oui, technologie qui l'intéresse. tout à fait. Par exemple, si vous vous souvenez, j'ai commencé par faire le setup de la plateforme. Vous rappelez, c'est allé très vite, hein, parce que j'ai juste exprimé une phrase. Il m'a suggéré 5 channels à créer. Je les ai validés. Et l'un des channels, c'était Critical Materials for EV Battery. Moi, j'ai juste écrit ça. Lui, voilà ce qu'il m'a créé. Il m'a dit, tiens, lithium, cobalt, nickel, graphite, manganèse, tout, rare earth, tout ça, c'est des sujets très importants, c'est des matériaux critiques dans les batteries.
Donc lui m'a créé une requête comme ça, qui permet d'aller chercher partout. Encore une fois, le mot lithium, c'est un mot qui est hyper ambigu, parce qu'il peut vouloir dire beaucoup de choses. Et c'est là où l'IA derrière remet ça en contexte et dit, attends, moi ce qui m'intéresse, c'est le lithium dans le contexte des batteries pour véhicules électriques. Et c'est ce qui fait que derrière mon canal, une fois que le classifieur il a été calculé, ici il me parle que du lithium dans le contexte des batteries de véhicules électriques, et jamais je vais avoir des occurrences de lithium dans la pharma. Donc c'est vraiment l'économie à la fois de cette stratégie qui peut être compliquée à mettre en œuvre, mais aussi, euh, même si on y met tout le temps qu'il faut et qu'on y passe des heures, en réalité, ces stratégies, elles sont pas performantes parce qu'en fait, elles reposent sur des mots-clés. C'est pour ça que nous, on a mis des classifieurs IA et des agents IA pour le faire, parce que c'est la seule solution pour remettre du contextuel dans le système et être sûr que on est bien dans le contexte des batteries pour véhicules électriques et qu'on parle pas d'autre chose. Je vois qu'on arrive au bout de notre heure ensemble. Est-ce que ça vous va si j'arrête le partage ici? Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant au niveau notamment de la curation, en fait. Parce que souvent, ce qu'on voit dans vos concurrents, en fait, enfin chez vos concurrents plutôt, c'est on utilise de la curation faite par un veilleur, finalement, et à partir du corpus de tout ce qu'il a sélectionné, qu'on oppose au corpus de tout ce qu'il a rejeté, on arrive par machine learning, finalement, à calculer la similarité des nouveaux documents qui arrivent, et on trie en fonction de la similarité avec le corpus des contenus qui ont été validés par le veilleur. Et vous, j'ai l'impression que vous utilisez plutôt l'IA générative, finalement, pour faire ce travail, c'est-à-dire qu'elle analyse, c'est ça, les contenus qui arrivent, et elle leur attribue une sorte de note, quelque part, de pertinence, c'est ça? Oui, en fait, on n'utilise pas que l'IA générative, on utilise plein d'IA différentes. On utilise notre IA à nous entraîner, d'accord, avec des modèles en fait qui ont été entraînés pour encore une fois identifier le champ informationnel. On utilise également l'IA générative pour générer les premiers mots-clés, donc pour faire un premier champ informationnel pour pouvoir collecter des phrases, des contenus candidats. Et après, ces contenus candidats sont passés dans notre moulinette, dans nos différents filtres, pour être derrière faire ce travail de curation. Sans entrer trop dans notre secret sauce, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses propriétaires dans ce que je suis en train de vous décrire. Le gros problème des systèmes de nos concurrents, donc nous, il y a deux modèles qu'on voit chez nos concurrents. Le premier, c'est la curation full manuelle. Bon, ça, je reviens pas dessus parce qu'en fait, c'est juste infernal en termes de temps. Le deuxième modèle qu'on voit, c'est celui que vous avez très bien décrit, et ça pose un énorme problème, c'est qu'en fait, vous avez un renforcement de biais. C'est-à-dire que vous n'allez traquer, plus vous avancez, plus vous allez restreindre votre champ à ce que vous avez déjà vu. Et c'est très compliqué de capter des choses qui ne sont pas dans le champ d'origine. Et donc, par exemple, si je reprends l'exemple des solid-state batteries, la première fois qu'on en a parlé, du coup, il n'y a aucun contenu qui aurait ressemblé à ça. Et donc, si personne manuellement, dans l'exemple de la stratégie que vous mentionnez, si personne manuellement fait l'effort de dire, tiens, il y a les solid-state batteries, ça m'intéresse aussi, en fait, vous passez complètement à côté du truc parce qu'en fait, on fait que renforcer les news qu'on a déjà vues. Et ça, c'est un gros problème. Et le deuxième problème de cette stratégie, c'est qu'en réalité, construire des modèles entraînés sur 20, 30, 40 news, mais c'est pas du tout suffisant. Nous, on a entraîné sur des milliers et des milliers de phrases, on a payé des annotateurs pour faire ce job, et le fond documentaire témoin qui a été utilisé pour pouvoir entraîner nos modèles est vraiment très très gros, et ça change beaucoup la donne sur la précision. Et je pense que c'est l'erreur qu'on voit beaucoup dans les
dans les solutions qui existent, où la promesse c'est de dire, bah, en fait, chacun va créer son classifiant en l'entraînant, mais en réalité, ça peut pas marcher. Ou en tout cas, ça marche, mais j'ai envie de dire, ça marchote. C'est-à-dire, Mhm. ça a l'air de marcher. Effectivement, on a de la similarité parce que ça fonctionne comme ça, mais il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de loupés, en fait, il y a trop de silence dans un système comme ça. Surtout que la sémantique, elle peut évoluer avec le temps. Et puis, il y a des Ouais. communautés qui parlent de la même chose avec des mots différents. Et ça, c'est vrai que ça risque de nous fermer, j'imagine, de toutes ces dynamiques, en fait. C'est un peu trop statique, peut-être. Bah, il y a ça, et puis il y a le multilingue. Nous, on travaille en Oui. 37 langues. Les Coréens, par exemple, je reviens Mhm. sur la batterie. Les Coréens sont très avancés sur les batteries parce que c'est une de leurs technologies phares, etc. Ben, on peut imaginer que la manière dont ils en parlent, au-delà de la langue elle-même, hein, quand on la traduit en anglais, mais on peut imaginer que le champ sémantique et la manière dont ils formulent les choses sont un peu différentes que la manière dont les Européens vont en parler, etc. Après, moi, On j'ai a vu aussi une... X. Ouais, Vas-y, non, vas-y. vas-y, Mathieu. Non, non, vas-y, je Euh, t'en prie. X, et vous arrivez toujours à le surveiller malgré les Oui, restrictions? oui, oui. En fait, X, on travaille avec un fournisseur de contenu qui nous alimente avec les réseaux sociaux. Voilà. Nous, notre métier, c'est pas le scraping. Donc, sur toute la connectivité de scraping qu'on a mis en place, on s'appuie sur des partenaires qui sont très bons là-dedans et qui nous permettent d'avoir cette connectivité-là. D'accord. Et qui sécurise aussi d'un point de vue juridique le scraping, parce que c'est vrai que moi je pense par exemple, on sait que là depuis le 1er janvier dernier, l'accord entre la plupart des grands éditeurs de presse française notamment, et le Centre français pour l'exploitation de droits de copie a été rompu, et que bah, du coup il y a beaucoup de vos concurrents en fait qui ne permettent plus dorénavant de crawler les contenus, voilà, par exemple du Monde, des Échos et de plein d'autres. Comment ça se passe, vous, de votre côté, par rapport à ça, même si c'est quelque chose de très franco-français, et que j'ai bien compris, vous étiez plus international, hein. Oui, on n'est pas trop concerné par ça. Alors nous, on travaille avec des partenaires Mhm. presse qui sont des agrégateurs de presse et toute la presse chez nous, elle est accessible via ces D'accord, partenaires. C'est eux qui nous alimentent. ok. Donc c'est sécure Donc d'un point pour de vue juridique. ouais. Donc notre partenaire aujourd'hui, c'est LexisNexis. Donc LexisNexis, c'est un Mhm. géant de l'agrégation de news et c'est lui qui nous alimente. Donc voilà. Lui a sécurisé justement tout la partie juridique et éventuellement les droits. Lorsque des droits s'appliquent, ça fonctionne dans leur scope, dans leur framework juridique. Peut-être juste une idée un peu de coût, même j'imagine que c'est très variable en fonction. Mais quel est un peu le modèle économique? Est-ce que c'est des licences? Comment ça fonctionne tout ça? Alors, le modèle économique, c'est un modèle qui est basé sur la taille des sociétés. En fait, on Ouais. ne travaille pas sur le nombre d'utilisateurs. Mhm. On travaille principalement, bah, pour vous donner un ordre d'idée, le prix des plateformes s'étale entre 25 000 et 100 000 euros par an. Mhm. Et ça dépend énormément du nombre d'API que les personnes vont utiliser derrière. Donc, on a les API de curation, on a les API de recherche, on a les API conversationnelles. Ça va dépendre du nombre d'API, eux, qui veulent brancher par rapport à... bon, nous, on propose déjà un premier niveau de contenu, mais est-ce qu'il y a d'autres API à ajouter? Voilà, je ne veux pas citer des noms en Mhm. particulier, mais on travaille avec tout le monde. Donc, le scope est assez variable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, concrètement, on va lancer en version gratuite jusqu'à 7 utilisateurs cette plateforme. Voilà, c'est un lancement qui est international, un petit peu comme ce qu'on a toujours fait, mais Mhm. qui est accessible à peu près par tous. Et après, le prix, c'est de l'abonnement annuel. Enfin, le modèle, c'est D'accord, un abonnement annuel. d'accord. Contenu que tu peux mettre. En fait, il y a un truc qui est super important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les veilles, elles sont descendantes, beaucoup descendantes. Tu Mhm. parlais, tu donnais l'exemple, le veilleur, le corpus, la newsletter, etc.
Quand tu es dans un mode ascendant, tu as un goulet d'étranglement, c'est le nombre de personnes qui sont capables de répondre à une question précise que va leur poser un de leurs collaborateurs. En utilisant une plateforme comme la nôtre, le collaborateur, il va pouvoir répondre à la question tout seul, et puis surtout, le veilleur, il va pouvoir collecter les besoins que toutes les personnes expriment dans leur coin, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement invisible. Si quelqu'un a besoin de faire une étude de marché, je fais n'importe quoi, sur l'eau minérale en bouteille en Angleterre, parce qu'il a un rendez-vous la semaine prochaine avec une usine là-bas, et que le MI n'a pas le temps, il va aller chercher lui-même, il va utiliser, j'en sais rien, Perplexity, GPT, tout ce que tu veux, mais cette connaissance, elle est perdue. Et le fait de travailler avec une plateforme comme la nôtre, ça permet de collecter cette intelligence-là et de capitaliser dessus. Et quand tu arrives au bout de l'installation d'une plateforme comme la nôtre, le responsable du market intelligence a une vue exhaustive des besoins qui sont exprimés en temps réel par ses collaborateurs. La société avec laquelle on a co-développé cette plateforme, c'est une société qui est cotée en bourse, autant dire, le nombre de demandes qui arrivent au market intelligence, il est monumental, quoi. Et donc là, ils ont un moyen de le traiter et d'avoir une vue précise sur, voilà, tiens, d'un seul coup, on a 5 demandes sur ce concurrent, c'est quand même bizarre, il faut qu'on aille voir.